Deuxième vidéo du chapitre 3. Initialement, j'avais prévu de taper ça dans les rappels car ce n'est pas vraiment de la nouvelle matière. Mais comme on va associer ça avec les pointeurs par la suite, voilà, ça avait plus sa place ici. Donc c'est une vidéo un peu rappel sur les tableaux en C. Donc si vous vous rappelez comment ça fonctionne, bah, vous pouvez sauter cette vidéo. Si pas, bienvenue. Donc la syntaxe pour créer des tableaux en C, la voilà. Donc le type, chaque case a le même type évidemment. Le nom et entre crochets le nombre de cases. Voilà. Et alors on a un tableau de 10 cases avec la première case à l'indice 0 et la dernière à l'indice 9. Et les cases valent n'importe quoi, on ne les a pas encore initialisées. Voilà, alors comment ça s'utilise? Vous allez voir, enfin, c'est comme avec les vecteurs, sauf qu'il n'y a pas les pushbacks, il n'y a pas tous les points quelque chose, il n'y a pas. Le tableau, on sait juste l'utiliser crochet-crochet, comme dans l'exemple ici. Donc on demande à l'utilisateur d'en coller une valeur pour x, imaginons qu'il mette 7. Donc on va boucler sur de 0 tant que plus petit que 10, donc 10 cases, de 0 à 9. Et pour les 0 à 9 cases, ce qu'on va faire, c'est dans chaque case, on va stocker 7 fois 1, puis 7 fois 2, puis 7 fois 3, et ainsi de suite. On va faire la table de multiplication de 7. C'est d'ailleurs ce qu'on affiche ici. Et là, on va réafficher le tableau pour voir ce bel affichage où on affiche la table de multiplication de ce que l'utilisateur a demandé. Donc, vous voyez, ça s'utilise comme un vecteur, mais sans les différentes fonctionnalités. Et la spécificité, c'est que ici, 10, je ne peux pas normalement mettre une variable, ça doit être une constante. Attention débordement, c'est comme avec les strings et les vecteurs, donc vous avez un tableau de 10 cases. Vous bouclez sur les 10 cases, vous voyez, de 1 plus petit ou égal 10, ça fait bien 10 itérations. Sauf que quand i démarre à 1, tac tac tac, ça veut dire que dans votre tableau, vous allez démarrer à 1. Donc vous allez commencer par cette case-là, tac 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 tac, jusqu'à la valeur 10. Vous avez oublié que le tableau, l'indice commence à 0. Et un tableau de 10 cases, ça va de 0 à 9 et pas de 1 à 10. Bon, c'est une erreur fréquente, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand le système voudra accéder à la case 10, à la dernière itération de la boucle? Normalement, ça va cracher ou pas. Si vous n'avez pas de bol, vous êtes dans par exemple cette configuration-là, c'est votre mémoire. Donc, vous avez la variable x qui est là. Votre tableau, il occupe les 10 cases ici avec l'indice 0 ici et l'indice 9 à la fin. Et quand vous allez vouloir accéder à la case 10, si la zone mémoire ici est accessible par votre programme, souvent ce n'est pas le cas, mais ça peut être le cas, parce qu'il y avait la variable i ici, vous n'avez pas de bol, vous allez modifier la variable i de votre boucle, et votre programme, il va merdouiller, et vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, il n'y a pas de message d'erreur et de choses comme ça. Donc les compilateurs C, C++, ils ne vérifient pas si vous faites des couilles ici ou pas, donc faites gaffe à ça. Je crois que c'est un énième rappel sur le débordement. C'est une erreur très fréquente. En C++, si on veut créer un tableau C, il y a un problème si on met une variable là. Donc je ferai une variable taille qui vaut 10, et puis je veux créer un tableau, et je lui dis tu feras taille case. Boum, avec Visual Studio, vous voyez, il ne veut pas compiler, parce que la variable taille, ça doit être une constante. Donc une constante, c'est une variable qui ne peut pas changer de valeur. Or là, taille peut changer de valeur. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que le compilateur C++, il doit, quand je fais un tableau comme ça de type C, il doit connaître le nombre de cases du tableau au moment où on compile. Or une variable, sa valeur peut changer pendant l'exécution, et là il n'est pas content. Solution, c'est pour lui dire, mais non, elle ne changera pas. Il suffit de mettre const devant, et c'est pour lui dire, c'est une constante, elle ne changera pas de valeur. Bref, c'est juste pour être complet, je vous donne l'info. Alors sachez qu'il y a des compilateurs qui acceptent le code ici dessus, parce que ce code est standard en langage C99, mais il n'est pas standard en C++. Bref, voilà, vous avez l'info. Pour un tableau à plusieurs dimensions, c'est un petit peu plus propre finalement que les vecteurs. Voilà, il suffit de faire ça. Donc je crée un tableau et je mets 2 fois crochet-crochet avec la taille de mes dimensions. Et si on veut en même temps initialiser les cases, là c'est comme pour les vecteurs, là ça change pas. Et puis l'utilisation est pareil, donc on boucle, ici j'ai 2 boucles, sur la première dimension et puis sur la seconde, et on a accès aux coordonnées IJ de notre matrice.
Voilà, et donc ça c'est juste ce qu'on a dans notre tableau, voilà, et l'affichage du programme affichera ça. Donc là c'est assez simple. Il y a quand même une grosse différence, enfin il y a plus qu'une différence, mais entre les tableaux et les vecteurs. Donc déjà les vecteurs, ils ont toute une batterie d'outils qu'il n'y a pas avec les tableaux. Mais il y en a une autre qui est encore, je vais dire, qui a le plus d'impact. Donc prenons le code suivant. Donc on a un main ici. Qu'est-ce qu'on a? On crée un vecteur de 4 cases, voilà, qui contiennent les valeurs 10, 20, 30, 40. Et puis on envoie notre vecteur tab à la fonction ici, qui reçoit bien un vecteur d'entier et qui va ajouter +1 à chacune des cases. Je reviens dans le main, paf, je boucle sur mon vecteur et j'affiche les cases. Qu'est-ce que je vais afficher? Soit j'affiche 10, 20, 30 ou 40, soit 11, 21, 31, 41, j'affiche 10, 20, 30, 40, car c'est un passage par copie. Donc quand ici c'est un vecteur qu'on reçoit, j'envoie un vecteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dupliquer tab, il va faire une copie ici, comme on a vu précédemment avec Inosuke dans une autre vidéo, et il va modifier la copie du vecteur, et quand je reviens dans le main, on n'aura pas touché à tab. Donc ça vaudra toujours 10, 20, 30, 40. Si on voulait faire modifier le vecteur du main dans la fonction, on devait alors ici soit travailler avec une référence, soit avec un pointeur. Alors ça changeait la syntaxe si on travaille avec le pointeur, pas avec la référence. Mais vous connaissez mon avis là-dessus, c'était dans la précédente vidéo. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe avec un tableau du C. Donc même code, on crée un tableau mais en C, cette fois-ci pas un vecteur, avec les mêmes cases. Et cette fonction, cette fois-ci, on demande de recevoir un tableau. Ce qu'il y a, c'est que contrairement à un vecteur où on a accès à .size pour connaître la taille du vecteur, envoyer un tableau, on a besoin d'envoyer également la taille du tableau pour que la fonction sache quelle est sa taille, car cette information n'est pas portée à l'intérieur du tableau. Donc on envoie le tableau et sa taille. On va boucler sur toutes les cases du tableau et ajouter 1. Et là, quand on va exécuter, bingo, c'est carrément le tableau du main qui a été modifié. Pourtant, si vous regardez bien là, il n'y a pas de référence ni de pointeur. On a envoyé un tableau. On pourrait s'attendre à une copie, mais non. Dans le cas d'un tableau, il ne fonctionne pas par copie. Et c'est là une grosse différence entre les vecteurs et les tableaux. C'est d'office, en fait, un tableau. Ce qui se cache derrière, quand vous manipulez un tableau UC, en fait, vous manipulez un pointeur, sans le savoir. Et donc, quand vous envoyez un tableau UC à une fonction, vous envoyez en fait l'adresse sans le savoir, et c'est ça que vous manipulez. C'est pour ça que la modification est répercutée sur les données qu'il y a dans le main. C'est pour ça aussi que c'est important de bien comprendre c'est quoi une adresse, c'est quoi un pointeur, c'est quoi une référence, c'est quoi un tableau, c'est quoi un vecteur, les implications que ça a quand on les envoie d'un endroit à l'autre de notre programme. Alors pour vous prouver qu'un tableau est un pointeur, reprenons le code du calque précédent, et voici un autre code. La seule chose qui change entre les deux, c'est ce qui est souligné ici. C'est sur le calque précédent, on voit bien qu'on recevait un tableau, et dans le calque ici, on reçoit un pointeur d'entier. Sur l'appel de fonction, il n'y a rien qui change, j'envoie mon tableau, et c'est bon, ça passe, ça compile. En fait, un tableau, c'est un pointeur. Donc ici, derrière un tableau, que ce soit entre crochet comme ça ou un pointeur, se cache une adresse. Et donc dans l'exemple ici, tab contiendra l'adresse de la case crochet 0 à l'indice 0. Il y aura l'adresse de cette case-là. Et quand je vais boucler sur finalement un pointeur, j'aurai i qui vaudra 0, ça sera l'adresse du contenu dans le pointeur, et quand je passerai à I1, il ira un cran plus loin en mémoire, puis un cran plus loin, puis un cran plus loin, puis un cran plus loin. Voilà, c'est ce qui se cache derrière un tableau. Ça y est, la stagiaire qui va encore se plaindre. Alors, je croyais que c'était un cours de C++ et pas de C. Donc, le langage C, pourquoi je vous montre quand même 2-3 instructions du langage C? Déjà, ça peut être utilisé en C++. Donc la grande majorité des instructions du C fonctionnent en C++. Et aussi, des fois, il y a de nombreux systèmes où, surtout les systèmes embarqués, drones et consorts, où des fois vous avez accès aux fonctionnalités du C ou des versions du C++ qui ne sont pas toujours complètes.
Voilà, et donc c'est bien de voir le C++ parce que ça permet de voir des mécanismes de plus haut niveau que le C, et donc vous pouvez appliquer dans d'autres langages de programmation, il n'y a pas à les réapprendre. Et en même temps, si on dégage quelques fonctionnalités du C++, vous êtes avec du langage C, et vous savez travailler sur des systèmes, par exemple, embarqués. Et oui, n'empêche que la stagiaire va toujours pas lui faire la vraie utilité des pointeurs, mais elle va arriver dans la vidéo suivante quand on va parler de l'allocation dynamique.